Baslax faisait bouger les doigts de son nouveau bras. C'était étrange de les voir s'animer ainsi, au gré de sa volonté, alors qu'ils n'étaient que fer et piston. La contemplation de sa main créait une bulle méditative qui le coupait entièrement de la frénésie de l'apothécarion, et calmait les griffes du boucher qui, pour l'une des rares fois, ne martelait pas son crâne. Hélas, cela ne dura pas longtemps, et elles se mirent à mordre dans son cortex cérébral. Il grogna, et les bruits qui l'entouraient redevinrent assourdissants. Depuis le début de l'assaut, les World Eaters et leurs auxiliaires avaient mené des batailles mortelles contre les milliards d'individus mis en esclavage par les Loas. Dès qu'ils le pouvaient, ils frappaient directement les Xénos, mais devaient régulièrement faire face à la multitude grouillante. Nombre de leurs cités-ruches avaient été vidées de leur population, mais ils semblaient en venir toujours plus, offrant des massacres toujours plus sanglants à la 12e. Cela avait également prélevé un certain tribut dans leur rang. En observant les alentours, le World Eater observa, aligné sur les chariots, les corps sans vie de ses frères, leurs visages enfin sereins dans la mort. Ils attendaient qu'on leur prélève leurs glandes progénoïdes. D'autres étaient en attente de soins. Ils grognaient et gémissaient, plus malmenés par leurs implants que leurs blessures. Certains avaient même été attachés pour éviter qu'ils attaquent leurs congénères, ou ne se blessent davantage. Quand tu auras fini de t'admirer, pourras-tu quitter les lieux? On a besoin de place. La voix, semblable à une avalanche, venait de l'apothicaire Saurion, occupé à placer des yeux bioniques à un de leurs frères de bataille harnachés à la table d'opération et qui ne cessait de gesticuler dans tous les sens. Malgré la dose importante de chloratone, le métabolisme méta-humain des Astartes, couplé aux griffes, gardait le blessé éveillé et prêt à se battre, et ce, même s'il était aveugle. Baslax eut un sentiment étrange, qui aurait pu se rapprocher de la compassion pour les membres de l'apothécarion qui devaient continuer à sauver leurs frères frénétiques, et ce malgré la présence dans leur cerveau des clous. Ils partageaient leur malédiction tout en devant préserver l'héritage de la Légion. Mais tout cela disparut très vite quand une nouvelle pointe de douleur lui vrilla le crâne. Il se mit sur pied et quitta les lieux, parcourut les coursifs du Victoria Violence pour retourner vers ses quartiers. Il allait devoir rester en retrait du front quelques jours, le temps de s'assurer que la greffe soit acceptée par son organisme. Il brûlait déjà de retourner au combat dans l'espoir de calmer la migraine qui enserrait son cerveau. Cette dernière n'alla pas en s'arrangeant quand l'alarme se mit à retentir. Immédiatement, son vox interne se mit à grésiller. À tous les World Eaters valides, rendez-vous sur le pont immédiatement. Baslax ne reconnut pas la voix. Sûrement l'un des rares officiers présents dans le vaisseau. La majorité des membres de la 67e compagnie étaient à la surface. Il ne restait que les blessés à bord. Il accusa réception d'un clignement d'œil et se précipita à travers les coursives, évita de justesse les membres d'équipage qui se précipitaient à leur poste et arriva enfin à destination. Étaient déjà présents 6 autres Astartes entourant un sergent. Baslax ne les connaissait pas très bien, mais il put voir qu'ils portaient tous les stigmates du conflit en surface. Le meneur du groupe le vit arriver et le salua. Il ordonna ensuite à l'équipe de se brancher sur la fréquence qu'il venait de créer pour qu'ils puissent agir de concert. Les différents noms apparurent alors sur l'affichage tête haute de Baslax. Sergent Typhor, Kyrnos, Colox, Baslax, Eratos, Iluis, Bourm, Loares. 8 World Eaters plus ou moins valides pour protéger le pont pendant que les forces de défense navale se répandaient dans les endroits stratégiques, prêtes à être redéployées en cas de besoin. Que se passe-t-il? Demanda Colox d'une voix éraillée, ses cordes vocales remplacées par des augmétiques. Sortie warp hors du point de Mandeville. Alerte maximum. À ce moment, les cogitateurs émirent plusieurs cris stridents, et les personnes présentes sur le pont de commandement virent l'espace se déchirer par la baie vitrée donnant sur l'espace. Des volutes pleines de nuances de mauves et de roses apparurent alors qu'un imposant navire de guerre sortait du warp, à seulement quelques centaines de kilomètres de leur position. Arrivant en plein champ magnétique du navire et des astres autour, il déstabilisa le Victoria Violence qui se retrouva à dériver pendant plusieurs longues minutes. Ce fut la panique sur le pont. Chaque membre du Mechanicum déstabilisé par cet événement. Les protocoles d'urgence furent lancés pour réussir à stabiliser le vaisseau à la dérive. Les bottes des World Eaters s'ancrèrent magnétiquement sur le pont, et l'escouade resta droite alors que la gravité artificielle autour d'eux était mise à mal. Plusieurs cerfs et membres d'équipage volèrent dans tous les sens. L'un d'eux fut précipité contre l'armure de Iluis et se disloqua à son contact.
recouvrant la starteuse de sang. L'odeur cuivrée se répandit sur le pont, stimulant les clous qui s'activèrent, provoquant des migraines chez leurs propriétaires. Ils firent néanmoins montre du peu de discipline qui restait au sein de la Légion et gardèrent tant bien que mal leur sang-froid, grognant et serrant les dents. L'équipage finit par stabiliser la situation et, lentement, le navire se remit d'aplomb, ses batteries prêtes à faire feu en cas de problème. Maintenant que le danger immédiat était passé, ils purent voir qui était ce nouveau venu. Portant les couleurs de la 9e Légion, la barge de bataille, d'un tonnage similaire au leur, avait souffert de l'entrée dans l'espace réel. Son intégrité structurelle était fortement compromise, et l'on pouvait voir qu'elle s'était fendue en deux. La coque était brisée, et il s'en était fallu de peu pour que les ponts internes subissent le même sort. C'étaient eux qui maintenaient l'ensemble en place, mais l'on pouvait voir, depuis le pont du Victory of Violence, que de l'air s'échappait de plusieurs coursives. « Préparez ces escouades de fusiliers d'Ulysse. Équipement d'abordage. » ordonna le sergent Typhor. « Essayez d'entrer en contact avec eux. Si nous n'avons pas de réponse, nous monterons à leur bord. » « Cela sera inutile, sergent. » annonça le responsable des transmissions. « Demande de contact de la part de la barge de bataille. Elle se présente comme étant le Blood of the Sun, de la 72e compagnie de la 9e Légion. Que devons-nous faire ?» Typhor resta un moment interdit. Il avait ordonné de les contacter en pensant que les fils de Sanguinius refusent leur appel, voire ouvrent le feu sur eux pour justifier leur abordage. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit eux qui ouvrent le canal de communication. « Prévenez tout de suite Léandros et acceptez leur demande. » Le chaos régnait sur la plateforme de commandement, alors que la barge de bataille s'extirpait du cauchemar du Warp, et que des craquements sinistres se faisaient entendre dans tout le vaisseau. Partout, des ombres menaçantes avaient commencé à se manifester. Le commandant Charo Valérian ordonna à ses forces de rester en alerte. Il ignorait de quoi il en retournait, et des murmures lugubres se mirent à grésiller sur le box. « Mon Gaël, isolez la fréquence et traduisez-la. »« À vos ordres, commandant. »« Astartes, vérifiez vos armes et repoussez tout ce qui approchera. Oleros, quelle est la situation ?» Le marine, dans sa chaise de commandement, pianota sur plusieurs claviers alors que ses yeux se révulsaient. Il obtenait, via la liaison noosphérique et les circuits qui le reliaient à son siège de commandement, divers rapports venant de tout le vaisseau. Il émit un babillage binarique avant de répondre, d'une voix désincarnée qui n'était plus vraiment la sienne. « Plusieurs ponts en alerte maximum. Problème majeur dans la structure détectée. Intégrité compromise. » « Escouade d'intervention, dirigez-vous vers les ponts. » Il se tourna vers Oleros. 39, 47, 59, 103. Transmit le maître de bord. Il obtint, malgré les parasites, une réponse positive des sergents qui se redéployèrent. Soudain, le pont s'affaissa légèrement, comme si l'inclinaison du sol avait perdu quelques degrés. Plusieurs marins furent déstabilisés et tombèrent au sol. Les alarmes hurlèrent dans tous les sens, alors qu'Oleros tentait de rétablir la situation. Charo observa le projecteur holographique et jura en voyant que le vaisseau s'était plié en deux, ses reins brisés. Ça allait de mal en pis. S'il ne réussissait pas à se stabiliser, c'était toute la structure qui risquait de se disperser dans l'espace. Mise en quarantaine des ponts endommagés. Équipe de maintenance de secours dépêchée sur place. Scanner à nouveau actif. Stabilisation de la trajectoire de route. Coordonnées de vecteurs spatiaux réalignés. Nous nous trouvons au fin fond du Segmentum Pacificus, à l'opposé de où nous étions avant la tempête. Notre chronomètre interne nous annonce que nous sommes arrivés par le sang du Primarque. Que se passe-t-il, Oleros ? Une barge de bataille de la 12e se trouve dans les environs. Et les signatures énergétiques semblent indiquer qu'elle braque ses armes sur nous. Serait-il possible qu'ils aient également trahi l'empereur ? Une seule façon de le savoir, Charo. Les deux hommes en étaient arrivés à la même conclusion. Et le commandant de la 72e demanda à ce que l'on ouvre une liaison hololytique avec le vaisseau World Eaters. Le fait qu'il n'ait pas essayé de les pulvériser dès leur sortie du Warp donnait bon espoir à Charo que les fils d'Angron soient encore sous le giron impérial. Après plusieurs minutes, la silhouette trapue d'un de leurs cousins apparut. « Ici le commandant Charo Valérian, de la 72e compagnie de la 9e Légion des Blood Angels. Je peux savoir pourquoi vos batteries sont pointées sur nous ?» Le World Eater ne répondit pas tout de suite. Il semblait avoir du mal à se concentrer. Il était entouré de plusieurs autres guerriers à moitié couverts de sang, une de leurs sales habitudes. Et Charo avait espéré tomber sur n'importe quelle autre légion que celle-ci, tant il savait dans quels affres de fureur et de massacre il pouvait tomber. Ici le sergent Typhor. Finit par se présenter son interlocuteur, la voix pâteuse. Représentant du commandement
Azanaer Leondros, de la 67e compagnie de la 12e Légion. Celui-ci est actuellement à la surface de la planète, en train de purger la vermine Xénos qui s'y trouve. Nous lui avons annoncé votre arrivée, et il se présentera bientôt à vous. En attendant, sachez que nos canons sont braqués sur vous, et que si vos intentions sont belliqueuses, nous n'hésiterons pas à vous pulvériser tant que nous ignorerons dans quel camp vous vous trouvez. Charo fut interloqué par cette réponse, en jetant un bref regard à Oleros. Celui-ci semblait également interdit. Nous venons juste de sortir d'une tempête warp qui a mis à mal notre vaisseau. Nous sommes littéralement à votre merci. Et quelle est cette histoire de camp et d'allégeance, bon sang? Nous ne sommes du côté de personne, car personne n'est du nôtre. Mais vous pourrez parler de tout ça avec notre commandant. Pouvez-vous me répéter qui commande? Il y eut un grognement. Le sergent semblait agacé par cette conversation, et avait de plus en plus de mal à garder son calme. Ses doigts étaient pris de tics nerveux, souhaitant s'emparer de n'importe quelle arme pour la faire chanter. Il réussit tout de même à garder son calme, et répéta lentement, forçant chaque syllabe à passer la barrière de ses lèvres, le nom de son meneur. Azanaer Leondros. Ce nom fut tel un baume pour Charo, car des quelques membres de la 12e aux côtés desquels il avait combattu, Azanaer Leondros avait une place toute particulière pour lui. Ils avaient beau être perdus au milieu d'une galaxie devenue soudainement hostile. Cette rencontre inattendue n'aurait pu mieux tomber qu'en cet instant. Peut-être que cette sortie warp in extremis était-elle la fin d'un calvaire qui ne cessait de les suivre depuis les plaines de Cygnus. La foule était en délire. Les Astartes hurlaient de joie et de rage devant le spectacle qui se déroulait devant la fosse. La sueur et le sang gélomodifié emplissaient l'air et excitaient les personnes présentes. Charo, torse nu au milieu de la fosse, essuya les gouttes qui tombaient dans les yeux et fit jouer la lame du couteau qu'il maintenait dans sa main droite. Le poignet gauche était attaché par une chaîne à la droite du World Eater, qui était dans le même état que lui. Combattant ensemble contre un autre duo, les deux hommes se déplaçaient de concert, comprenant instinctivement ce que souhaitait l'autre dans ses mouvements. Résultat de plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de combats ensemble. Charo Valerian n'était pas proche des membres des autres légions. Il avait du respect pour quelques-uns comme Ezekiel Abaddon, Luther ou Sigismund, mais peu pouvaient se targuer d'être appelés frères par le Blood Angel. Cependant, c'était indubitablement le cas d'Azanaer Leondros, qui se tenait à l'autre bout de la chaîne. Il faisait face à l'un des autres rares couples interlégions qui sévissaient dans la fosse, en les personnes du co-religionnaire de Leondros, Karn et Dargeltal, de la 17e Légion. Eux aussi avaient l'habitude de se battre ensemble, et ils étaient de redoutables adversaires dans ce combat. Simple défouloir, les différents protagonistes de l'affrontement avaient décidé d'un commun accord d'aller jusqu'au 3e sang. Et, après près de 20 minutes de passe d'armes, d'esquives et de feintes, chaque équipe avait eu 2 touches. Argeltal abordait une estafilade le long des côtes, et Karn saignait abondamment d'une coupure au niveau du front. De leur côté, Charo boitait depuis que la lame de Karn lui avait transpercé la jambe, et Leondros avait une longue balafre tout le long du bras droit. Karn attaqua. Il était rapide et vif. Charo dévia son coup, mais le choc lui engourdit le bras. La fatigue commençait à tétaniser ses muscles. Les Astartes étaient faits pour combattre des jours durant sans se reposer, sans manger ou boire. Mais seulement une poignée de minutes après le début de leur affrontement, le voilà qu'ils se retrouvaient avec les muscles hurlant sous l'effort, alors que le capitaine de la 8e compagnie était aux prises avec le Blood Angel. Argeltal et Leondros cherchaient une ouverture dans la garde des combattants, s'approchant et reculant en fonction des réactions de leurs adversaires. Chacun savait que leur confrontation arrivait à son terme, et que le moindre faux pas signifiait la défaite ou la victoire. Le public, tout autant conscient de ce fait, était galvanisé. Charo bloqua la lame de Karn et frappa, mais son coup ne porta pas, arrêté par l'avant-bras du World Eater, bloqué à seulement quelques centimètres de la chair qu'il devait déchirer pour gagner. Argeltal et Leondros, aux prises l'un avec l'autre, ne pouvaient intervenir dans ce duel. Le Blood Angel sentait la puissance de son adversaire. Il sentait ses forces l'abandonner au fur et à mesure. Sa chaîne était tendue alors que le World Bearer forçait le binôme de Charo à reculer.
Karn comme lui était déstabilisé par l'autre duel et les lames passaient à quelques millimètres de la chair. La lutte aurait pu ainsi continuer pendant des éons, chaque Astartes immobile dans sa confrontation. Cependant, sous les traits de colère et d'effort affichés par le visage du capitaine de la 8e compagnie, un sourire se dessina. Charo comprit à ce moment qu'ils avaient perdu. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais l'assurance qui brilla soudain sur le visage de l'homme lui faisant face suffit à lui faire comprendre que la prochaine attaque de Karn serait la dernière, d'une façon ou d'une autre. La tête du World Eater partit en arrière, et il asséna un énorme coup de tête au Blood Angel, lui explosant la pommette. Ainsi arriva le 3e sang, et la victoire d'Argeltal et de Karn sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de rage. Charo, au sol, sa blessure au visage commençant déjà à guérir grâce à son organisme modifié, jura devant cette attaque sournoise qu'il n'avait pas vu venir. Une ombre se dressa au-dessus de lui. Karn lui tendit la main pour l'aider à se relever. Il s'en saisit et fut remis sur pied. Le capitaine de la 8e lui asséna une tape sur l'épaule pour le féliciter du combat. Le Blood Angel sourit malgré lui. Argeltal et Leandros frappaient leurs poings l'un contre l'autre en un geste de camaraderie. Ce fut l'une des dernières fois où l'on vit une telle fraternité entre les membres de ces légions. Leandros se tourna ensuite vers son binôme, et les deux hommes se serrèrent l'avant-bras, à la manière de guerriers, avant de se prendre dans les bras l'un de l'autre. « Merci de m'avoir accompagné dans ce combat, frère. J'aurais dû voir cette attaque venir. » Leandros chassa cette remarque d'un geste de la main. Ici, l'important n'est pas tant la victoire ou la défaite, mais le fait de travailler en équipe. Et de ce fait, tu n'as pas démérité. Peut-être que tu te laisses parfois déstabiliser trop facilement quand la situation t'échappe, mais ce n'est pas si grave. L'important est de sentir cette ambiance électrisante qui emplit ces lieux. Sentir le sang et la sueur qui fouettent l'essence. En un mot, se sentir vivant. Car nous, Astartes, ne sommes que des outils. Notre unique but est de faire la guerre et d'apporter la mort. Les combats qui se déroulent ici, dans la fosse, sont le meilleur exemple de cette personnification de notre rôle. Charo n'était pas d'accord avec ce point de vue, et trouvait dommageable que certaines légions soient si austères, ne trouvant de la joie que dans les combats qu'ils menaient contre les ennemis de l'empereur. Je me souviens de la terrible réputation de notre légion avant le retour de Sanguinius, celle de monstres cannibales aux traits d'ange. Mais cela a changé quand notre génocide nous a rejoints. Il nous a montré qu'une autre voie était possible. Il les poussait à s'exercer lors de leur temps libre, à toute forme d'art. Lui-même était plutôt doué en sculpture, et trouvait une forme de tranquillité méditative quand il s'y adonnait. Les Thousand Sons étudient l'histoire et les anciens textes. Les Ultramarines sont un don pour la gestion des domaines, comme le prouve le royaume d'Ultramar. Cela ne démontre-t-il pas que les Astartes peuvent être autre chose que de simples armes au service de l'Imperium? Car si tel est le cas, qu'adviendra-t-il lorsque la grande croisade sera finie? Que deviendrons-nous? Leandros lui jeta un regard interloqué. La réponse était pourtant évidente. La grande croisade ne finira jamais. L'empereur n'est qu'un être semblable au tyran de Nuceria. Il trouvera toujours des ennemis à combattre. Il le fait déjà. Outre les Xénos, combien de fois a-t-il préféré détruire des empires humains entiers par la force plutôt que par la diplomatie, et ce, car leur seul crime avait été de refuser de plier le genou devant eux? Quand il n'y aura plus de menaces externes, ne crois-tu pas qu'il en trouvera des internes? Ultramar n'est-il pas un danger pour l'autorité de l'empereur en étant plus fidèle à Guilliman qu'à la lointaine Terra? L'empereur n'a-t-il pas rabroué les Thousand Sons, les Wardbearers, les Night Lords, même l'Alpha Legion, dont j'exècre les méthodes, a eu droit à des remontrances, en soumettant des secteurs entiers à l'aide de frappes chirurgicales afin d'éviter des millions de morts, sans compter la 2e et la 11e Légion, dont on ne doit pas aborder le sujet. Nous, World Eaters, avons compris notre rôle, et avons embrassé la guerre comme seul et unique but, massacrant tout ennemi se dressant contre nous. Et malgré cela, l'empereur a trouvé à redire. Il nous a envoyé son toutou galeux de Lehman Russ pour rendre des comptes. Russ se fait passer pour un loup, mais n'est qu'un larbin, trop idiot pour comprendre qu'il n'est pas un proche de l'empereur, mais juste un animal domestique dont la place se trouve dans un panier, à attendre que son maître lui demande de lui amener ses chaussons. Ce sera sûrement lui le dernier à être éliminé par l'empereur en cas de problème. La discussion prenait une direction qui mettait mal à l'aise Charo. Les paroles du World Eater trouvaient un certain écho aux craintes de la 9e Légion. Ne risquait-il pas le même sort que leurs 2 légions disparues si l'empereur en venait à apprendre la tare génétique qui les frappait?
Il ne pouvait cependant pas se résoudre à voir l'avenir d'une aussi funeste façon que Léondros. Essayant de trouver une faille dans le raisonnement du World Eater, il lui demanda « Sous-entendrais-tu qu'Angron pourrait finir par se révolter contre l'empereur » Azanaer eut un ricanement semblable au crissement d'une épée tronçonneuse. Il montra du doigt les clous du boucher qui formaient une crête à l'arrière de son crâne. Sanguinius avait sauvé une légion damnée pour servir un dessein plus grand en lequel il croyait. Même si Léondros n'y croyait pas, il pouvait reconnaître la noblesse derrière ses actions. Angron, lui, avait damné sa progéniture pour leur faire ouvrir les yeux sur ce qu'était l'univers. Tout n'était fait que d'esclaves et de maîtres, où la seule liberté était de pouvoir choisir comment mourir. Choix qui avait été refusé à Angron quand l'empereur l'avait enlevé de sa planète et lui avait refusé le droit de tomber aux côtés de ceux qu'il considérait comme ses frères. La 12e Légion était un piètre lot de consolation, et ils n'avaient pas hésité, tous autant qu'ils étaient, à se mutiler pour comprendre la souffrance que leur père avait endurée. Mais même cela n'avait pu les rapprocher du primarque brisé, qui avait pris la tête de leur force. Désormais, ils étaient les esclaves de pulsions meurtrières que leur balançaient les clous au service d'un père tourmenté, esclave d'un tyran galactique. Aucun avenir n'était possible pour la 12e, hormis celui de se battre et de disparaître comme l'avaient fait la 2e et la 11e. C'était cette lucidité qui faisait que les World Eaters étaient capables de plonger dans les pires combats, de provoquer les massacres les plus terrifiants dans lesquels leurs cousins des autres légions, soi-disant plus civilisés, se refusaient de participer. Car parmi les Astartes de l'empereur, seuls eux comprenaient quel futur se présentait à eux, et que c'était en choisissant la manière dont ils mourraient qu'ils étaient réellement libres. Tout le reste, la noblesse, le code d'honneur, la fierté martiale, la croyance en la vérité impériale, l'esthétisme et la conservation du passé, n'étaient qu'un habillage arrogant dont se paraient les autres légions pour ne pas avoir à ouvrir les yeux. Ainsi, aucune autre légion que la tienne ne trouve grâce à tes yeux ? Ma légion n'a pas grâce à mes yeux. C'est juste que nous avons accepté les choses telles qu'elles sont. Les Night Lords ont, d'une certaine manière, également compris ce qu'ils étaient. Me mets-tu dans le même sac que tout le monde ? Azanaer Léondros grimaça. En réponse à la question de son cousin Blood Angel ou en raison des griffes ? Impossible à savoir. Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre mon point de vue. Je le vois quand nous combattons ensemble dans la fosse. Peux-tu y adhérer ? Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que tu es encore en admiration pour ce qu'a fait ton père avec votre légion. De ce fait, il est normal de suivre sa vision des choses. Mais au bout d'un moment, c'est le rôle de tout fils de se détourner de la voie de son père pour trouver son propre chemin. Tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Tu ne crois pas ? Le Stormburn de la 9e Légion descendait dans l'atmosphère de la planète. À son bord, Charo Valérian se remémorait sa dernière rencontre avec Azanaer Léondros. Ce dernier, délaissant le champ de bataille, avait accepté de le rencontrer à la surface. Pour l'accompagner, le meneur de la 72e compagnie était avec le Tech Marine Vangael, le sergent Mosario et le chapelain Zirinos Leondus. Aucun d'entre eux ne savait quelle démarche suivre. De ce qu'ils avaient appris, la 12e avait rejoint Horus dans sa traîtrise, mais la barge de bataille ne les avait pas attaqués, alors qu'ils étaient des plus vulnérables à leur sortie de l'éther. Peut-être faisaient-ils partie des quelques rares Astartes de leur légion à ne pas avoir renié leur serment, ou alors était-ce en souvenir de leur fraternité passée qui faisait penser à croire Léondros qu'ils pouvaient amener Charo du côté des traîtres ? Quelle que soit la réponse, ce ne serait qu'en les rencontrant qu'il en aurait le cœur net. Le transport aérien se posa et déploya sa rampe qu'emprunta le petit groupe Blood Angel. Un peu plus loin l'attendait, tête nue, Azanaer Léondros et la suite qu'il avait pu réunir dans le court laps de temps qu'il avait eu. De visu, Charo reconnut Vilos Tunvert et Coetzar. Il y avait en plus un membre du Mechanicum qu'il ne connaissait pas. Ils étaient tous couverts du sang des combats qu'ils menaient à la surface lorsque leur meneur les avait réunis. S'arrêtant à quelques pas des World Eaters, Charo Valérian retira son casque MK4 et l'accrocha magnétiquement à sa ceinture. Le visage d'Azanaer, couvert de sang séché, ne trahit aucune émotion, et il se contenta d'un léger signe de tête pour saluer son homologue de la 9e Légion. On dirait que tu as pris du galon depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, Charo. Comment l'héros s'est tombé au champ d'honneur ?
Il a été vaincu par un jamais né sur Cygnus. Il a survécu, mais est désormais relié au trône de commandement du Blood of the Sun. Azanaer Leondros accueillit cette information d'un nouveau signe de tête, n'affichant ni contentement de savoir Oléros vivant, ni regret de le savoir esclave des machineries du vaisseau spatial pour survivre. Il se contenta de présenter sa suite, désignant le technogure comme s'appelant Docécron 8.1, représentant d'Oregon 2.3 qui n'avait pu être présent. Charo lui rendit l'appareil en désignant ceux qui le suivaient. S'ensuivit quelques secondes de silence, où personne ne savait vraiment comment aborder la situation. Ce fut finalement le World Eater qui brisa le silence. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, frère. Alors, es-tu venu nous purger au nom de l'Empereur ? Ou bien est-ce Horus qui t'a envoyé nous chercher pour que nous rentrions dans les rangs ?» Charo mit un instant à analyser les paroles de son interlocuteur. Le doute n'était plus permis. Horus avait bien trahi l'Empereur, et semblait avoir emmené d'autres légions avec lui. Il accusa la nouvelle, et, marchant sur des œufs en connaissance de cause, préféra jouer la carte de la franchise. Peut-être que le lien entre eux ne s'était pas brisé. Il n'avait senti aucune ironie quand Leondros avait utilisé le terme « frère » pour s'adresser à lui. En même temps, il était incapable de savoir si les membres de la 12e étaient capables d'un tel trait. Ni l'un ni l'autre. Nous avons été pris dans une tempête warp en revenant de Cygnus, et éloignés du reste de la 9e. Notre vaisseau a subi plusieurs avaries au cours du trajet, et nous avons été obligés de revenir dans le monde matériel en urgence. Un pari risqué. Qui nous a coûté cher. Notre proue est complètement disloquée. C'est un miracle que nous soyons en un seul morceau. Puis-je te demander ce que votre compagnie fait aussi loin de la ligne de front ? Tu peux. Nous faisons ce que nous avons toujours fait. Choisir l'endroit où nous mourrons, loin des querelles de l'Imperium. Je t'avais prévenu à l'époque que l'Empereur trouverait toujours des ennemis à combattre. Quelle ironie que ce soit Horus, celui qui lui ressemblait le plus, qui a trouvé en son père le nouvel ennemi à abattre. Tes paroles me reviennent. La guerre civile frappe partout. Nous-mêmes avons été éloignés de Terra par Horus, qui nous a plongés dans le marasme qu'était Cygnus. Cependant, tu restes bienveillant envers nous dans tes attitudes. De quel côté es-tu dans ce conflit ? Nous ne sommes du côté de personne, car personne n'est du nôtre. Qu'importe Horus, Angron ou l'Empereur, nous avons décidé de partir suivre notre propre voie. Nous sommes tombés sur cette planète aux mains de Xénos, et avons décidé de faire ce que nous faisons de mieux, purger dans le sang. D'où ma surprise en te voyant arriver. Ce fut un heureux hasard, mais tu dois te rendre compte qu'Horus nous a trahis. Il était le meilleur ami de Sanguinius, et n'a cependant pas hésité à l'envoyer dans un guet-apens mortel. Nous ne pouvons donc pas ignorer ses actes. Nous sommes cependant coincés ici par la tempête warp, notre vaisseau en piteux état. La vengeance est une chose que je comprends. J'ai donc une proposition à te faire, mon frère. Je vais envoyer les prêtres rouges vous aider pour vos réparations. En attendant, vous serez les bienvenus à la surface, pour nous aider à finir la purge de ce monde, ou tout simplement pour vous regrouper, le temps que la tempête warp se calme. Nous referons le plein d'armes et de munitions dont vous aurez besoin, et, si vos armures ont besoin d'être vérifiées, nous le ferons. Ceci est une offre bien généreuse, mon frère. Néanmoins, la galaxie n'est plus ce qu'elle était autrefois, et je doute que tu nous donnes accès à tes ressources sans rien demander en échange. Et tu as raison, Charo. Je ne demande que deux choses. La première, c'est que lorsque vous retournerez vers l'Imperium, vous ne cherchiez pas à nous faire venir avec vous, ou que vous parliez de nous auprès de Terra. La seconde est que j'aimerais te montrer quelque chose que nous avons découvert sur cette planète. Cela ne fera peut-être pas de différence dans ton allégeance, mais je veux que tu saches sous quelle bannière tu te battras, une fois parti d'ici. Tu me laisses quelques minutes pour m'entretenir avec mon état-major et prendre ma décision ? Prends ton temps, mon frère. Le Blood Angel le remercia d'un signe de tête, et, pour la première fois depuis le début de leur échange, afficha un sourire à l'intention du World Eater. Ils retournèrent ensuite près de leur Stormbird pour discuter de tout cela. Pour le Techmarine von Gael, leur proposition était une bénédiction, et rappelait que les Légions Sœurs voulaient encore dire quelque chose pour certains Astartes. Il fallait profiter des ressources qu'ils acceptaient de mettre à leur disposition pour se remettre le plus rapidement possible, le temps que le Navigator trouve un chemin sûr dans les terres. Zirinos Leondus, lui, était moins enthousiaste. Même s'il n'était pas dans le camp d'Horus, ces World Eaters étaient tout de même des renégats de l'Imperium. Il était impensable de les laisser aller où bon leur semblait, en reniant leur allégeance. Ils étaient doublement des traîtres, car ils ne suivaient ni leur primarque, ni l'empereur.
Le chapelain se demandait s'il n'était pas plus judicieux de profiter de l'aide proposée pour aborder leur barge de bataille, et s'en emparer pour rejoindre ensuite les combats. Charo grimaça, montrant des dents devant ce qu'il proposait. « Vous voudriez que nous les dupions? Que nous leur plantions un couteau dans le dos alors qu'ils cherchent à nous aider ?» C'est bien ce qu'a fait Horus, répondit platement le chapelain. « Ne valons-nous pas mieux que ces traîtres? Nous sommes en guerre, commandeur. La fin justifie les moyens. J'aimerais approuver votre plan, Intervint Mosario. mais il y a tout de même un bémol à ce dernier. Les 3 autres Blood Angels se tournèrent vers le sergent qui était resté silencieux jusque-là. Charo l'invita à continuer d'un signe de la main. Admettons que nous suivions ce que vous suggérez, chapelain. Plan auquel je ne suis pas sûr d'adhérer, même si je comprends parfaitement la logique derrière. Il reste un souci de taille. Le nombre. Après Cygnus, nos effectifs ont été considérablement réduits. Le dernier recensement de nos forces faisait état de 1763 frères de bataille en état de se battre. Nous ignorons combien sont nos cousins, mais de ce que nous savons avec les relevés orbitaux, ils sont accompagnés de nombreux Skitarii du Mechanicum et d'auxiliaires humains en grand nombre également. Devrons-nous tous les passer au fil de l'épée? Serons-nous tout simplement assez forts pour cela? Les membres d'équipage de la barge de nos cousins accepteront-ils notre domination? Et malgré tous ces facteurs, admettons que nous réussissions notre entreprise. Cela voudrait dire abandonner le Blood of the Sun derrière nous, ainsi qu'Oleros. Cela me gêne d'un point de vue éthique de laisser derrière moi celui qui nous a menés depuis tant d'années. Notre frère a raison. Confirma le Tech Marine. De plus, si nous les attaquons alors qu'ils n'ont fait preuve que de bonne foi envers nous, ne risquons-nous pas de les pousser dans les bras d'Horus? Même s'ils ne suivent plus les préceptes de l'empereur, cela reste une force de combat importante, et il serait malvenu de les envoyer dans les bras de nos ennemis en les trahissant. Bien que réticent à faire confiance aux membres d'une légion ayant tourné le dos à l'Imperium, le chapelain ne pouvait nier les arguments de ses compagnons. Il s'inclina devant leur point de vue et informa que, malgré son désaccord, il se plierait à la décision de leur commandant. Ainsi, Vongael, Mosario et Zirinos Leondus se tournèrent vers Charo Valérian pour connaître sa décision. Azanaer Leondros sentait les griffes s'enfoncer dans son crâne, lui assénant des pics de douleur qu'il avait du mal à supporter. Il serait si simple de se précipiter sur les Blood Angels pour assouvir les besoins des clous. Ses cousins qu'il avait sortis des massacres des champs de bataille pour une entrevue. Bien qu'elle fût sincère, de par le respect qu'il avait pour Charo, une partie de lui espérait qu'il refuserait son offre pour s'offrir à un bain de sang. Qu'est-ce qu'ils attendent? Grogna Quetzar derrière lui. Besoin de combattre! L'état de son second se dégradait de plus en plus alors que le temps passait. Azanaer espérait qu'il ne tomberait pas dans la folie meurtrière comme Valterion de Shorogar. Il avait besoin qu'il garde la tête froide le plus longtemps possible, car si lui et les membres de son état-major succombaient à la frénésie des griffes, la 67e sombrerait petit à petit dans le chaos. Pour essayer de détourner ses pensées des massacres qu'il manquait en étant ici, Leondros se tourna vers le maître apothicaire. Il lui demanda les derniers rapports de l'apothécarion. Les nouvelles étaient bonnes. Presque 62% des combattants seraient en mesure de reprendre le combat. Les glandes progénoïdes des autres avaient été prélevées avec succès, assurant l'avenir de la compagnie de combat. Il lui dicta ensuite le nom des Astartes qui avaient mis le Victory of Violence en état d'alerte lors de la translation Warp. C'était leur réactivité qui avait évité que les nouveaux venus aient assez de latitude pour devenir un danger quelconque. Une équipe bien disparate, venant de plusieurs unités différentes. Le sergent Typhor était l'un des fidèles de la bande à Valterion de Shorogar. Les autres étaient des Astartes plus ou moins anciens. Un nom lui rappela quelque chose, mais il n'arrivait pas à mettre de mots dessus. Baslax. Cela me dit quelque chose. Pas toi, Quetzar? Le World Eater ne répondit pas. Il se tenait le crâne entre ses mains et ne cessait de grogner. Il essayait de garder le contrôle de lui-même alors que les clous se faisaient plus insistants. Du sang dégoulinait de son nez alors que ses yeux s'injectaient de sang au fur et à mesure que les veines y explosaient. Prudent, Leondros approcha la main de son arme, prêt à s'en servir si son second perdait son sang-froid. Vilos Tunvert vint se placer derrière lui et, malgré l'armure cataphractie, réussit à lui saisir le front pour tirer sa tête en arrière. Dévoilant le coup du Terminator, il y injecta une substance violette à l'aide de son arthékium. Les tremblements de Quetzar se firent moins violents, et il se mit à respirer plus lourdement alors que le calmant industriel se répandait dans ses veines. Ce n'était que provisoire, et il ne fallait pas en prendre trop, ou leur corps d'Astartes finirait par s'y habituer. Mais au moins, cela le calmerait pendant un petit moment.
Alors que Coetza reprenait ses esprits, épuisé par la lutte constante contre les griffes, ce fut le maître apothicaire qui répondit au commandeur. Baslax faisait partie de la force de frappe qui avait pulvérisé le quartier général Loars, et qui avait transmis à leur vaisseau leur victoire. C'était également lui qui avait trouvé en premier la technologie étrange des Xenos. Il avait perdu un bras lors de l'affrontement, et c'était pour cette raison que Leondros n'avait pu le rencontrer pour l'instant. Un bon élément en somme. Leondros devrait le rencontrer quand cette entrevue avec les Blood Angels serait finie. Charo et son état-major revenaient d'ailleurs vers lui. Le regard de son homologue était grave, et l'adrénaline se répandit dans son corps, en prévention à la réponse qu'il recevrait. Les clous s'activèrent également, et Leondros sentit le goût cuivré de son propre sang dans sa bouche. Il le ravala et expira lentement pour calmer son rythme cardiaque, tout en restant sur le qui-vive. Dans les prochaines minutes allait se jouer le destin de leurs deux compagnies. Il fit jouer ses doigts sur le manche de son arme pour les détendre. Charo s'arrêta à quelques pas de lui. Assez loin pour ne pas être à portée de corps à corps, mais rien qu'il ne pourrait franchir en un bon ravageur. Avant toute chose, je tiens à te remercier, Azanaer, pour l'offre généreuse que tu nous as faite. J'aimerais réussir à te convaincre de nous rejoindre dans la guerre contre Horus, mais je connais ton caractère, et cela serait inutile. J'accepte donc toute aide que tu pourras m'apporter, et repartirai en direction de Terra dès que je le pourrai. J'ignore comment se déroulera la suite des événements, et qui sortira vainqueur de cette trahison. Mais tu as ma parole que, si l'Imperium venait à vous chercher, tu ne me trouveras pas parmi eux. Dans le cas où ce seraient les séides d'Horus qui arrivaient ici, tu pourras compter sur notre aide, si d'aventure nous sommes encore vivants. Ceci est généreux de ta part, mon frère. Soyez donc les bienvenus. Veuillez nous excuser de vous accueillir sur un champ de bataille. Nous aurions purgé ces Xenos plus rapidement si vous nous aviez avertis de votre venue. Le trait d'humour du commandeur World Eater fit ricaner les autres membres de la 12e Légion. Charo se permit un léger sourire, et le remercia d'un signe de tête. Seul le chapelain Zyrinos Leondus resta de marbre, étant le plus opposé à une alliance avec les fils d'Angron. Tu souhaitais me montrer quelque chose en rapport avec l'empereur. Qu'en est-il ? Immédiatement, le visage d'Azanaer Leondros redevint grave.